Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode de John Carpenter Anthology, la série d'émissions consacrée à l'un des plus grands réalisateurs américains vivants. Aujourd'hui, nous allons parler du film qui a fait grandement basculer sa carrière, puisqu'il s'agit de son premier grand succès, mais également des séquelles et des remakes qu'il a engendrés par la suite, c'est-à-dire la saga Halloween qui compte aujourd'hui 11 films produits entre 1978 et de nos jours. Au vu du contenu, cet épisode sera donc en 3 parties. La première, que vous êtes en train de regarder, concerne les 3 premiers films. La seconde s'intéressera au canon de Jamie. Et la troisième s'intéressera aux films produits par les frères Weinstein, ou plus simplement Miramax ou Dimension. La franchise Halloween ayant une certaine continuité, bien que certains films essayent de dégager certains opus du canon narratif, à l'image du dernier film en date, il n'en reste pas moins que dans cet épisode nous allons évoquer tous les films de fond en comble. Donc il y aura beaucoup de spoilers. Donc si vous ne souhaitez pas être spoilé, ou alors que vous n'avez tout simplement pas vu les films, je vous conseille de passer votre chemin. En revanche, pour les courageux et ceux qui ont vu les films, nous sommes donc partis pour Haddonfield en 1978. Tout d'abord revenons sur le sous-genre horrifique auquel appartient Halloween, c'est-à-dire le slasher. Le slasher ou Psycho Killer Movie initialement est un film qui met en scène des jeunes gens, souvent des adolescents, qui sont confrontés à un tueur en série qui les attaque à l'arme blanche. Ils sont une sorte de dérivé des gialli, qui sont des films italiens policiers, qui mettent en scène souvent des enquêteurs face à des tueurs en série gantés, souvent très fétichistes et s'attaquant principalement à des femmes. Parmi les maîtres à penser du genre, il y a Mario Bava, réalisateur de La Baie Sanglante, qui a notamment beaucoup inspiré Vendredi 13, mais également Dario Argento avec des films comme Les Frissons de l'Angoisse ou alors Le Chat à 9 queues. Parmi les précurseurs américains, on peut également citer des films comme Psychose d'Alfred Hitchcock. Toutefois, il faut attendre 1974 pour trouver le premier slasher officiel, c'est-à-dire Black Christmas de Bob Clark, avec notamment Margot Kidder, la Louise Lane des films Superman avec Christopher Reeves. Dans l'optique de faire un slasher, le producteur Irwinia Blantz propose à John Carpenter, alors en pleine promotion d'assaut en Angleterre, de faire un film au pitch qui se résume à des babysitters qui sont agressés par un tueur en série. Peu de temps après, c'est Mustafa Akkad qui se rajoute à la production du film, puis Debra Hill, la script d'assaut qui finira par devenir scénariste aux côtés de John Carpenter sur le projet qui deviendra ainsi Halloween. Pour incarner Michael Myers, le tueur d'Halloween, John Carpenter opte pour 2 acteurs. Le premier est Nick Castle, son ancien camarade de fac, avec qui il a déjà collaboré sur The Resurrection of Bronco Billy et Dark Star. Nick Castle se contente d'être The Shape, la silhouette, donc le personnage totalement masqué. En revanche, il y a un autre acteur qui joue Michael Myers au cours du film, c'est-à-dire Tony Moran qui dévoile son visage dans le climax. Quant aux babysitters, elles sont incarnées par Jamie Lee Curtis, alors surtout connue pour être la fille de Tony Curtis et de Janet Leigh, la fameuse vedette de Psychose, Nancy Keys, que l'on avait déjà vu chez John Carpenter dans Assaut, mais également Peggy Halls, que l'on avait pu voir dans Carrie de Brian De Palma. Quant à la seule véritable vedette, elle n'est autre que Donald Pleasence dans le rôle du Dr Loomis, que l'on connaissait notamment pour avoir été Blofeld dans On ne vit que 2 fois. Une production éclair qui a totalement exténué John Carpenter, d'autant qu'entre-temps, il avait dû faire des reshoots suite à un premier montage qui n'était pas très concluant. Quant au thème du film, notamment connu pour sa mélodie entêtante et qui revient incessamment, un peu comme Michael Myers dans le film, elle vient en fait d'un exercice de piano qu'effectuait le père de John Carpenter avec lui à l'époque. Assaut et Halloween ayant des budgets du même acabit, soit entre 100 000 et 300 100 $, on aurait pu penser que Halloween ferait des scores à peu près similaires à Assaut au box-office. Eh bien non. Halloween est encore considéré aujourd'hui comme un des films les plus rentables de tous les temps, avec plus de 55 millions de dollars de recettes totales. John Carpenter va alors devenir une star, ayant des propositions de studio qui vont commencer à émaner au fil des années, parfois assez risques et périls. Halloween est un film qui aujourd'hui pourrait décontenancer les plus jeunes qui s'attendent forcément à un film très rythmé à l'image de ce qui s'est fait à partir des années 80, et notamment dans la franchise Halloween. Halloween est un film d'ambiance qui prend son temps dans sa mise en place avant de devenir particulièrement effréné à partir du moment où Myers commence à tuer ses victimes. Pour pallier à ce rythme particulièrement lancinant, John Carpenter peut s'aider de 2 armes. La première, c'est la musique qui lui permet de donner lieu à des moments de pur suspense, alors que parfois il ne se passe pas grand-chose. La seconde arme n'est autre que Myers. Myers est constamment dans le champ dans la première partie, laissant planer une tension permanente alors qu'il ne va pas agir avant la nuit. Il peut ainsi être derrière un buisson comme derrière du linge.
Mais Myers n'est pas qu'à pied, puisqu'il se trouve qu'il se déplace également en voiture, ce qui donne lieu parfois à des scènes de filature particulièrement stressantes, notamment ce plan un peu surréaliste, où le shérif se retrouve de dos, alors que Myers se retrouve à se déplacer en voiture juste derrière lui. Bien que Myers revienne souvent à la charge, il se trouve que dans ce premier film, il apparaît encore comme un pur être humain, et non forcément comme le mal absolu comme il est décrit par Loomis, qui va revenir incessamment malgré des mutilations de plus en plus énormes. Halloween est d'ailleurs un des rares films de la franchise où Myers apparaît sous un visage humain, chose qui sera particulièrement rare par la suite, à part peut-être dans Halloween 5, et même dans le dernier opus en date, Michael Myers n'est en général visible que de dos, pour ne pas montrer son visage, malgré que l'on voit qu'il a plus ou moins vieilli au fil des années. Halloween, c'est également l'un des plans séquences les plus connus du cinéma, à savoir son ouverture, où Michael Myers, en plan subjectif, se retrouve à tuer sa sœur Judith alors qu'il n'est qu'un enfant. Une manière assez choquante de montrer un meurtre, puisque on ne peut penser à aucun moment qu'il s'agisse d'un enfant, malgré qu'il soit appelé de son nom, et surtout, on ne verra finalement Myers que par la suite, une fois que son masque sera enlevé. En sachant qu'Halloween ne fait tout simplement pas dans la surenchère gore, comme le fera par exemple son rip-off le plus connu, c'est-à-dire Vendredi 13. Le slasher commençant à trouver ses lettres de noblesse, les producteurs Irwin Yablans et Mustafa Akkad essayent justement de rentabiliser l'affaire. Donc, ils essayent de monter un Halloween 2, avec John Carpenter de préférence. Voyant que le projet se ferait quand même avec ou sans eux, John Carpenter et Debra Hill décident de produire et scénariser le film. John Carpenter envisage dans un premier temps de donner la réalisation à Tommy Lee Wallace, son ami et collaborateur de longue date. Toutefois, Tommy Lee Wallace se révèle peu convaincu par le scénario qu'il juge beaucoup trop violent. Alors John Carpenter finit par engager Rick Rosenthal qui s'était fait remarquer avec le court-métrage The Toyer. Les producteurs parviennent à faire un partenariat avec le studio de Dino De Laurentiis, le célèbre producteur italien à qui l'on doit le King Kong de 1976, Flash Gordon ou encore Manhunter. Le tout pour une distribution signée Universal. Ce qui devait être initialement une promenade de santé pour John Carpenter va finir par devenir un cauchemar. En effet, le premier montage n'a pas plu ni au producteur ni au studio, et donc il faut opter pour des reshoots. Et qui c'est qui va les réaliser? Eh bien c'est John Carpenter qui va se retrouver à remonter le film dans un premier temps, puis à faire des reshoots pour donner lieu à des scènes d'horreur beaucoup plus efficaces. Ce qui est d'ailleurs le cas dans le film, puisque le film doit beaucoup à l'apport de John Carpenter, qui a visiblement dynamité complètement le métrage, avec un rythme particulièrement soutenu, et ce, bien que Jamie Lee Curtis ne soit quasiment pas présente du film, puisqu'elle est cloîtrée sur un lit d'hôpital les 3/4 du temps. Ce qui n'était pas le cas dans Halloween finit par arriver avec Halloween 2. Halloween 2 est plein de meurtres, des meurtres particulièrement graphiques, à l'image de cette femme qui se retrouve avec une seringue dans l'œil, ou encore cette femme qui se retrouve ébouillantée par Michael Myers suite à sa plongée dans un jacuzzi particulièrement chaud. Et finalement, Halloween 2 se révèle être une suite particulièrement efficace, bien faite, mais qui globalement perd un peu en charme par rapport au premier opus en étant beaucoup plus mécanique. Halloween 2 n'en reste pas moins une excellente affaire, avec 2,5 millions de dollars de budget pour plus de 25 millions de dollars de recettes aux États-Unis. Le filon étant ce qu'il est, un troisième Halloween est d'ores et déjà prévu. Sauf que cette fois-ci, John Carpenter donne son droit de veto. Michael Myers étant plus ou moins éliminé dans le final du 2, il décide donc de passer à autre chose, et donc de faire de la franchise Halloween une franchise anthologique, où à chaque film, on va désormais avoir une histoire liée à Halloween, qui n'aura strictement rien à voir d'une séquelle à l'autre. Pour scénariser Halloween 3, John Carpenter fait appel à Nigel Kneale, soit l'auteur des films Quatermass, des films que John Carpenter adore depuis son enfance. Par la suite, Joe Dante est visiblement engagé pour réaliser le film, mais petit à petit, des mésententes vont avoir lieu. Selon les versions, Joe Dante serait parti à cause de problèmes avec la production, ou alors parce qu'il avait un projet que finalement il n'a pas fait par la suite. C'est finalement Tommy Lee Wallace, qui depuis avait scénarisé Amityville 2, qui se retrouve alors au poste de réalisateur. Petit à petit, des tensions vont avoir lieu entre John Carpenter et Nigel Kneale, puisque Carpenter va trouver tout simplement que le scénario manque d'énergie et est particulièrement mollasson. Nigel Kneale va finir par demander à être discrédité du scénario du film. John Carpenter fera des réécritures sans être crédité au scénario, et une fois en place, Tommy Lee Wallace fera également des réécritures, en étant le seul scénariste crédité du film. De son propre aveu, au moins 60% du script est de Nigel Kneale, malgré qu'il soit discrédité.
Bien que son concept soit ambitieux, Halloween 3 ne marche pas au box-office. Il ne rapporte que 14 millions de dollars au box-office américain pour 2,5 millions de dollars de budget. S'il a été depuis assez réhabilité, notamment par le fossoyeur de films qui en avait fait une vidéo particulièrement élogieuse, Halloween 3 n'en reste pas moins un film particulièrement mollasson. Le fait que Michael Myers ne soit pas à l'écran n'est absolument pas un souci, justement, c'est plutôt ça le côté intéressant du film. Le fait de totalement partir d'autre chose et de faire un récit plutôt intéressant sur le thème d'Halloween. On peut également noter des scènes de meurtre particulièrement efficaces, à l'image de cet homme qui se retrouve décapité à main nue par des hommes robots. Certes, le plan est suffisamment éloigné pour qu'on ne voit pas les trucages, mais la scène est particulièrement réussie. Mais également ce meurtre assez couillu d'un enfant qui se retrouve tué à cause de son masque. Mais le problème, c'est qu'entre ces scènes de meurtre particulièrement efficaces, eh bien le film est quand même assez plat. Il ne se passe finalement pas grand chose dans Halloween 3, malgré des bonnes intentions. Donc finalement, Halloween 3 fait partie de ces films qui, s'ils ont des bonnes scènes et des intentions louables, n'en restent pas moins assez mauvais à cause d'un rythme particulièrement mollasson et des aventures qui finalement ne sont pas très intéressantes quand on y repense. Donc voilà pour cette première partie, j'espère que cela vous plaira. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter sur Twitter, sur YouTube ou sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et sur ce, je vous dis à la prochaine partie.